Bonjour à tous. Rapidement, vous rappeler que ce webinaire s'inscrit dans le cycle Webinagence, qui est un format court de webinaire de 30 minutes qui ont vocation l'échange et le partage autour des publications en lien avec des travaux d'observation ou des études réalisées par l'agence avec ses partenaires. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une publication qui valorise les résultats de l'enquête mobilité, le zoom thématique usage et usagers du vélo. Nous avons prévu une présentation courte à l'issue de laquelle vous pourrez poser vos questions et échanger sur les résultats qui vous auront été présentés. Pour cela, je vous invite à noter au fil de la présentation dès à présent vos questions, vos remarques dans l'onglet Conversation. Je vous informe également que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible d'ici quelques jours sur le site aurg.fr. Je vais désormais passer la parole en premier lieu à ma collègue Isabelle Reynaud, qui est chargée d'études mobilité, chef de projet EMC2 à l'agence et qui va introduire avec une présentation de l'enquête et des publications qui sont associées. Je te laisse la parole, Isabelle. Merci Joanne, bonjour à tous. Donc je vais faire juste un bref rappel sur ce qu'est l'enquête mobilité. C'est une grande enquête sur les déplacements qui est menée à une fréquence d'environ tous les 10 ans. Et la dernière a été réalisée à l'hiver 2019-2020 sur le territoire du Grand Sud-Isère, hein, c'est ce que montre la carte qu'on voit à l'écran. C'est une enquête qui a permis d'interroger plus de 12 000 personnes sur leur comportement de déplacement, donc un échantillon assez important, et qui était porté par un large partenariat. Vous voyez tous les logos qui sont en bas à droite de l'écran, et piloté par le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Diapo suivante, s'il te plaît. Merci. À l'issue de ce recueil de terrain, les partenaires de l'enquête ont souhaité poursuivre leur collaboration au sein de ce qu'on appelle le club EMC2, qui est un dispositif d'analyse des résultats animé par l'agence et qui réalise, entre autres choses, des publications que vous voyez là affichées à l'écran. Donc, au cours de l'année 2022, les principaux résultats de l'enquête ont été mis à disposition via 3 documents dans une forme assez exhaustive qui présente la mobilité des habitants en semaine, le week-end et leur opinion sur le système de mobilité. Et après cette mise à plat, à partir de 2023, nous avons entamé une collection de Zoom thématiques. Le premier traité du lien entre mobilité et climat et le second qui va vous être présenté aujourd'hui a pour sujet les usages et usagers du vélo, comme l'a dit Joanne. Et je passe maintenant la parole à mon collègue Nicolas Bonne pour la présentation de ses résultats. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Et sans plus tarder, les résultats. Donc, entre 2010 et 2020, la pratique du vélo a augmenté de 81% sur la grande région grenobloise. Progression qui est tout à fait notable, mais il faut rappeler que les déplacements vélo ne représentent que 5% des déplacements des habitants de la grande région grenobloise et seulement 2% des kilomètres réalisés. Voilà, un petit problème de souris. L'augmentation de la pratique du vélo, donc environ 80%, elle est essentiellement à mettre au crédit de la population active, donc c'est-à-dire les tranches entre 25 et 64 ans. Donc si on regarde année par année, donc sur ce graphique, on a en vert la mobilité quotidienne, donc le nombre de déplacements par jour en 2020, et en gris la même chose en 2010. Donc sur les 5-17 ans, on note une augmentation de la pratique qui est significative, mais qui est toutefois à nuancer, puisqu'une partie des déplacements réalisés par les 5-17 ans le sont en tant que passagers, en fait tout simplement sur le siège arrière du vélo. Chez les 18-24 ans, on note une stabilité. Un des facteurs qu'on pourrait avancer pour l'expliquer est qu'on est sur une tranche de la population qui est très friande de tout ce qui est engin de déplacement et notamment les trottinettes. Par exemple, sur le service DOT, donc de trottinette en 2021, au niveau du SMAG, c'était un usager sur 2 qui faisait partie de cette tranche d'âge-là. Donc, ce qui pourrait expliquer qu'on est sur une stabilité et non pas une progression comme les autres tranches d'âge. Et puis sur les 25-64 ans, hein, c'est là qu'on a le gros de la progression, avec à noter quand même les 25-34 ans qui ont une pratique nettement plus élevée que le reste de la population. Et enfin, pour les 65 ans et plus, on est globalement sur une stabilité de la pratique.
Donc ça, c'est sur une évolution 2010-2020, mais si on regarde un peu plus loin dans le rétroviseur, si on remonte jusqu'à 1978, alors sur un périmètre qui est plus restreint, puisque les enquêtes mobilité, on les a sur, on va dire, la partie centrale de l'agglomération grenobloise, Grenoble et la première couronne globalement, on se rend compte que sur les dernières années, on a une progression qui est tout à fait notable, qui se poursuit, mais qu'on a un niveau de pratique aujourd'hui qui est, disons, similaire à celui de 1978. Pas sur quelque chose de nouveau, on revient à ce qui se faisait en 1978. Si l'on s'intéresse aux distances de déplacement réalisées à vélo, on se rend compte qu'on est beaucoup sur des déplacements courts, de 2,5 km en moyenne, en environ un quart d'heure, et qu'une grande partie des déplacements font moins de 3 km. Vous voyez, c'est 70% des déplacements vélo qui font moins de 3 km, et seulement 3% qui font plus de 10 km. Donc ça, c'est sur la répartition des distances. Et si on s'intéresse un peu à l'usage et au part modal, et ben globalement, on peut tirer un trait là au niveau de 5 km. Avec avant 5 km, on a une part modale de 8%, qui est assez intéressante. Et au-delà de 5 km, cette part modale, elle chute à 3%. Et puis, on a regardé aussi tout ce qui est flux de déplacement, donc où se réalisent ces déplacements vélo, avec une carte, enfin un schéma plutôt qui est peut-être un peu complexe, donc je vais vous le détailler. On a donc la métropole qui est détourée ici, son périmètre géographique, Grenoble au centre, et puis d'une manière plus schématique, autour, là, le cercle représente le reste de la grande région grenobloise. Donc on a la CAPV, le Grésivaudan, la Chartreuse, le Vercors, tous les autres EPCI. Et donc cette carte, ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart des déplacements, plus de 8 déplacements sur 10 réalisés en vélo, sont internes à la métropole, avec une part liée à Grenoble qui est très importante. On a plus d'un déplacement sur deux, 55 pour être précis, 37 plus 18, qui est lié à Grenoble. Donc c'est pas quelque chose de très surprenant, puisqu'on est, voilà, les déplacements vélo vont se concentrer dans la zone dense, donc Grenoble et puis on va dire sa première couronne. Là où on a tout simplement plus d'habitants, on a un espace public qui est plus favorable aux modes actifs que des espaces publics qu'on va retrouver dans des communes plus périphériques. Et puis aussi et surtout, on a des distances de déplacement entre générateurs qui sont plus courtes. Donc les générateurs, ça va être à la fois les lieux d'habitat, les lieux de loisirs, de consommation, de travail, qui vont être beaucoup plus resserrés du fait de la densité urbaine. Donc voilà, on a majorité de déplacements dans la métropole, et ce qui nous laisse 16% de déplacements vélos qui sont réalisés dans le reste de la grande région grenobloise, qui, d'un point de vue géographique, est une aire beaucoup plus étendue que la métropole. Et puis, on a fait aussi une analyse comparative entre la possession, qui est la carte de gauche, et l'usage du vélo, carte de droite. Donc la possession, on a regardé le nombre de vélos par habitant. On voit qu'il est assez faible dans Grenoble et dans le reste du cœur métropolitain. Globalement, la zone dense, la zone plate, on a environ 0,6 vélos par habitant. Et on va avoir un nombre de vélos possédés par habitant qui est plus élevé dans le Grésivaudan et globalement dans le reste du territoire. La différence, elle se fait essentiellement, en fait, elle est essentiellement liée au type d'habitat. On a plus d'habitats individuels dans les territoires de périphérie, dans lesquels il est plus facile de posséder un vélo. Les personnes résidant dans des appartements, que ce soit des appartements à Grenoble ou dans le reste du territoire, vont posséder moins de vélos que ceux qui résident dans des maisons et qui ont souvent le garage qui va avec et qui permet de stocker le vélo. Donc ça, c'est pour l'usage, pour la possession, pardon. Et pour l'usage, on a une carte qui est un peu l'inverse de cette première carte, avec une part modale du vélo qui est de 12% dans Grenoble, 5% dans le reste du cœur métropolitain, et qui, au-delà de ces limites, est à entre 1 et 3%. Donc on a vraiment une décorrélation entre, d'un côté, la possession de vélo, et de l'autre côté, l'usage du vélo. Donc ça, c'est sur les données de l'enquête semaine uniquement. Et puis, pour finir avec cette présentation, les leviers que l'on identifie pour le développement de la pratique cyclable sont de 3 types. Les aménagements cyclables, notamment dans les territoires périurbains et ruraux, où la part modale du vélo est assez faible et le nombre de déplacements, tout simplement, est assez faible. On a tout un volet sur l'évolution des comportements, avec notamment un enjeu d'encouragement et de développement de la pratique des jeunes, avec le volet apprentissage, mais aussi un enjeu sanitaire derrière. On peut avoir un enjeu de développement sur différents types de publics, et notamment les femmes, par exemple, qui ont un niveau de pratique qui est moins élevé que celui des hommes, encore en 2020.
Et le dernier volet qui est le volet du stationnement. Besoin de stationnement sécurisé à la fois sur l'espace public, près des générateurs de déplacement, et aussi dans les immeubles. Le manque de stationnement dans les immeubles, dans les copropriétés, est identifié comme un frein à la pratique cyclable. Et je m'en arrête là, je repasse la main. Merci, Nicolas. Voilà, donc vous venez d'avoir déjà une première lecture de la publication Usage et usagers du vélo qu'on a voulu assez courte. On avait ciblé le contenu pour voilà, laisser ensuite la part belle aux questions et aux échanges. Donc, je vous propose déjà donc, effectivement, de prendre celles qui sont notées dans l'onglet conversation. Et puis, je vous inviterai aussi après à lever la main si vous souhaitez prendre la parole et poser vos questions. Notamment aussi, je vois qu'il y a une partie des personnes qui sont arrivées en cours de route. Donc, n'hésitez pas aussi après à participer aux échanges et à questionner. Je vois donc qu'on a une première remarque qui nous a été indiquée. L'usage des trottinettes devait probablement être marginal avant octobre 2019, début de la dernière enquête mobilité. Voilà, est-ce que vous souhaitez réagir sur effectivement la question des données liées à l'usage des trottinettes au regard des dates de collecte de données de l'enquête? Je ne sais pas si Isabelle, tu veux répondre ou tu veux que je réponde? Vas-y. Alors, effectivement, on avait un usage de la trottinette qui était plus faible avant 2019 que maintenant, que des données plus récentes, 2021 ou 2023. Après, c'est vrai que la trottinette reste un mode de déplacement qui reste marginal quoi qu'il arrive. On voyait que le vélo, c'est 5% des déplacements. La trottinette, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles, on est bien en deçà de 1%. Je ne saurais pas vous avancer un chiffre, on a du mal à l'observer. Voilà, après, l'argument des trottinettes était une hypothèse, hein. On n'est pas du tout sûr que ce soit ça qui explique une stabilité, de la pratique du vélo. Voilà, si la personne qui a posé sa question, est-ce que ça vous convient, ces éléments de réponse, ou est-ce que vous souhaitez intervenir? Oui, donc Lionel Faure de la métropole, expert mode actif. Non, juste, c'était juste pour être taquin, mais ce qui est intéressant dans la progression de la trottinette et des nouvelles mobilités, en lien avec la cible étudiant, non possesseur d'un permis, non possesseur d'une voiture, et cetera, c'est plutôt les temps longs. Est-ce qu'il y a un effet de mode ou pas sur ce mode de déplacement non actif? Il faut bien le classer dans le non actif, mais plutôt propre. Et c'est le temps long qui nous renseignera en lien aussi avec des enjeux d'accidentalité qui sont pour le coup la préoccupation du moment. Et ça, on le regarde attentivement. Et après le temps long, il est difficile à appréhender sur les avantages et inconvénients d'une trottinette électrique, en libre service ou pas d'ailleurs, par rapport aux avantages intrinsèques du vélo, électrique ou pas. Mais voilà, on sera aux côtés de l'agence et avec l'équipe du SMAC pour regarder ça sur un pas de temps qui dépassera ce qu'on observe depuis 2020 et depuis le Covid et depuis l'arrivée de la trottinette. Mais voilà. Par contre, pour les étudiants, c'est vrai qu'on a une concurrence claire et affirmée avec les transports collectifs et avec une tarification incitative. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, au titre de l'incitation, on est dans, on va dire, c'est un mot un peu tarte à la crème, mais on est un peu sur une ligne de crête entre vouloir faire monter tous les usagers dans le tram et les convaincre à faire du vélo. Et la dernière campagne de M-Tag, c'est plutôt pour aller au campus, privilégier le vélo si on ne veut pas continuer à bourrer les étudiants dans le tramway. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, de chercher à faire de la concurrence au transport collectif, et ça commence à s'affirmer, quoi. Ça pourrait être la trottinette partiellement, hein, mais c'est vraiment tout récent. Je ne sais pas si quelqu'un autour de la table peut réagir, mais en tout cas, c'est clairement ce qui arrive progressivement pour le SMAC, en tout cas, sur ce territoire donné. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole justement pour réagir à ces éléments? Sinon, on passera sur la deuxième question dans l'onglet conversation. Dites-moi. On va passer à ce moment-là à une question qui est plus générale, je pense aussi sur l'enquête mobilité, Isabelle, hein, de Madame Cathy Barla qui pose la question de est-ce que les données sur 2019-2020 ne sont-elles pas faussées par le Covid?
Oui, merci pour cette question qui nous a beaucoup préoccupés, effectivement, puisque l'enquête mobilité a été réalisée pour partie avant le Covid, entre octobre 2019 et mars 2020. Et une partie du recueil ensuite était effectuée à l'automne 2020. Ces données ont été expertisées par le CEREMA, qui a comment on appelle ça, certifié l'enquête, donc indiqué que ces données étaient fiables, mais pas dans toutes leurs dimensions. Et notamment sur certaines finesses d'analyse, on nous a alerté sur ne pas aller trop dans le détail dans les analyses qu'on pouvait faire. Voilà, donc c'est une préoccupation qu'on a en permanence. Et par contre, tous les résultats qu'on vous livre aujourd'hui et qu'on livre dans les publications ont été expertisés. Et notamment, surtout l'aspect évolution en historique, on est très, très vigilant à ce que les interprétations qu'on puisse faire ne soient pas entachées d'incertitude par le phénomène du Covid. Merci Isabelle. Du coup, je vous propose maintenant voilà, de lever la main pour voilà, poursuivre les échanges et poser vos questions au regard des résultats qui vous ont été présentés. Allez-y, on a un temps dédié pour ça. Ah, je vois qu'il y a... Ah, Lucie, du coup, tu voulais apporter un complément, c'est ça? Oui, Je en lis dans l'onglet complément de... conversation, je t'en prie. Oui, bonjour. Je voulais apporter un complément à Isabelle. En fait, il y a eu, voilà, comme elle disait, 2 recueils de données. Et en septembre 2020, il y a des questions qui avaient été ajoutées justement pour demander aux personnes qui répondaient si elles avaient les mêmes habitudes ou si c'était des modifications soit dans le motif, soit dans la fréquence, soit dans le mode, dues à cette période un peu après le premier confinement. Donc voilà, donc on a observé entre les 2 vagues en fait d'enquête qu'il y avait assez peu de modifications. Et comme l'a dit Isabelle, ce qui a plutôt joué, c'est que du coup, sur notre objectif initial d'interroger 15 000 personnes, on n'en a interrogé que 13 000. Et donc, dans des secteurs, comme il y a des secteurs de tirage statistique dans lesquels on doit enquêter le même nombre de personnes, on n'avait pas tout à fait ce nombre statistique-là. Donc, en fait, toutes les données, on les a, mais à des échelles plus grandes. On ne peut pas forcément zoomer pour une question à une échelle très fine si, par exemple, le secteur de tirage n'avait pas l'ensemble des répondants. Donc, c'est plutôt en termes d'échelle. On ne peut pas descendre trop fin dans les échelles territoriales. Voilà. Merci Lucie, je te laisse te présenter peut-être aussi. Oui, pardon, je travaille au SMAG et j'ai piloté l'enquête mobilité en lien avec la URG et le CEREMA. Merci. On a maintenant une question sur la part des vélos à assistance électrique. Est-ce que vous voulez préciser, Monsieur Chandesris? Oui, moi je suis citoyen de base, membre de la commission mobilité à la mairie de La Tranche. Personnellement, comme à La Tranche, il y a des côtes assez sévères, j'utilise un véhicule à assistance électrique, ce qui me permet d'aller dans le centre-ville et de rentrer chez moi facilement, sans problème d'embouteillage, sans problème de parking. J'ai 74 ans, je fais partie des vieux du graphique. Voilà, donc simplement, je me demandais si les vélos à assistance électrique se développaient beaucoup ou peu, et j'avais posé une deuxième question, qui est, je pense, un souci pour beaucoup d'utilisateurs de vélos en ville, c'est le taux de perte de vol, de dégradation des vélos en ville. Je ne sais pas si vous avez des indications là-dessus. Alors, est-ce qu'on a des éléments de réponse, Alors, Nicolas? sur la question du vol, on n'a aucun élément pour le coup. En tout cas, pas avec l'enquête ménage-déplacement. J'en aurais pas plus à apporter comme ça. Et sur la part du vélo électrique, on a, alors je ne les ai pas en tête, c'est dans notre publication en semaine, je ne sais pas si, là je ne peux pas regarder, j'ai l'écran Oui. bloqué, mais on avait regardé la part du parc qui est électrique, qui reste assez faible, mais qui progressait par rapport à 2010. Mais après, voilà,
comment dire, une tendance qui est très très récente, donc c'est pas forcément l'enquête ménage déplacement, surtout qui date de 2019, qui nous permet de répondre pleinement à cette question. Ça va plus être les données de vente en France. Il y a eu de nombreux articles qui sont parus, mais voilà, on sait que c'est une pratique qui progresse, le vélo à assistance électrique, mais là on n'a pas plus d'éléments que ça dans l'enquête ménage déplacement. On a donc une contribution là je suis désolée, j'ai pas retenu votre nom de famille là, Lionel qui s'est déjà exprimé Lionel Faure, précédemment. oui. Voilà, excusez-moi, Lionel Bah, Faure. je peux juste reformuler si j'ai la Je vous parole en prie, c'est rapidement. l'occasion. Oui. Mais bon, je connais très bien Nicolas, donc il n'y a pas de souci. Juste sur les attentes des cyclistes et la politique globale d'aménagement, faut pas que les techniciens et les élus résument l'aménagement à l'aménagement dit cyclable. On est bien sur, on va dire, un système vélo, dont le stationnement est un point important, mais c'est bien l'ensemble de la voirie qui doit devenir cyclable au sens accessible. C'est-à-dire que les itinéraires cyclables, ça restera toujours 5, 10, 15% du linéaire de voirie. Et en urbain, on est bien sur des logiques d'apaisement de la circulation, moins vite et moins de voitures, voire de contraintes. Mais là, on est sur des volets plus stationnement ou autre, ou plan de circulation. Et sur l'interurbain, c'est un peu pareil. La métropole commence à construire un réseau autour des liaisons interurbaines. Mais on est malgré tout sur des espaces qui sont parfois périurbains ou ruraux, où l'alternative à la voiture, c'est jamais le transport collectif, ou très rarement, et c'est de la voie qui reste à partager, à défaut d'être apaisée. Donc c'est vrai que ce n'est pas uniquement la compétence réseau cyclable qui va amener des gens à faire du vélo, mais bien comme le fauteuil roulant doit rentrer chez lui, le cycliste doit pouvoir rentrer chez lui, y compris en ne lui mettant pas des points durs, des points noirs. Donc c'est vrai que c'est qu'une histoire de mots, mais bien tenir compte de ça pour la plupart des partenaires, que l'ensemble de la voirie, hors espace type autoroutier, doit devenir progressivement cyclable, ou en tout cas qu'il y ait une acceptation des autres usagers, dont les automobilistes et les chauffeurs de car, que le niveau de service des autres usagers doit parfois être un tout petit peu péjoré pour accepter des cyclistes. Et c'est aujourd'hui, par exemple, je fais court, hein, mais sur le territoire du SMAC, dans le Grésivaudan notamment, où les accès au balcon de Beldon sont fortement plébiscités par les vélos, assistance électrique bien évidemment. Et ça commence à être une lutte. On le voit aussi dans la montée de la tronche Coran, le Sapé, où trop de cyclistes perdurent la circulation en voiture, mais on ne va pas dire aux cyclistes de plus monter en vélo. Donc voilà, l'apaisement général, c'est un sujet. Et on sait bien qu'on ne fera pas de l'infrastructure dédiée de partout, et encore moins en montagne. Voilà, c'était juste pour éclairer cette position-là aujourd'hui, avec le VAE notamment. Il y a des cyclistes de partout, dans tous les contextes, des débutants, des sportifs et des électriques dans tous les sens. Donc assumer ce partage et voir une perte un peu de niveau de service des autres usages de la voirie au sens large, quoi. Ce qui n'est pas facile, hein, Merci du coup. dans un premier temps pour notre exploitant. Merci pour cette expression. Donc on a plusieurs questions là qui s'enchaînent. Si ça vous convient, je vais d'abord me concentrer sur les questions qui concernent les résultats qui ont été présentés. Donc on a une question de Camille Le Guen qui souhaite savoir si on tient compte de la multimodalité dans la part des déplacements vélo, c'est-à-dire vélo plus train. Oui, ces déplacements, ils sont pris en compte dans l'enquête. Après, c'est une part de déplacement qui est très faible. C'est-à-dire que l'intermodalité, c'est 3% des déplacements tout mode qu'on fait. Et sur ces 3% de déplacements, on en a une très faible part, je ne saurais pas vous dire le chiffre, qui est lié au vélo. Donc, c'est les pratiques qui sont prises en compte, mais qui restent assez marginales, si je peux dire. Merci. On remercie aussi Lucie Pichot, hein, vous verrez dans l'onglet conversation, donc, qui a mis différents éléments concernant la possession du vélo électrique. Et tu as aussi complété, hein, Isabelle. Voilà. Donc merci à vous deux de nous avoir apporté les éléments. Et ensuite, on a Monsieur Alain Faure qui nous pose une question plus prospective. Voilà, alors que là, voilà, on est sur des résultats qui sont liés à de l'observation. Voilà, vous nous questionnez sur comment ces données peuvent-elles nous être utiles de façon prospective pour analyser la place que prendrait le vélo et la trottinette si le projet de RER métropolitain voyait le jour. Voilà.
Donc je me tourne vers mes collègues qui peuvent peut-être faire un début de réponse, en tout cas en lien avec ce que les travaux de l'observation peuvent amener comme réponse et ce qu'ils ne peuvent pas amener comme réponse, je suppose. Oui, alors effectivement, l'enquête mobilité, on ne l'a pas rappelé, c'est vraiment l'outil essentiel qu'on utilise pour analyser les comportements tels qu'on peut les observer aujourd'hui. En général, on fait le parallèle avec le recensement de population, mais sur l'aspect mobilité. Après, comme toute étude, hein, on observe les tendances, on regarde ce qui se passe, on peut faire des projections, on peut amender ces projections en fonction d'hypothèses qu'on peut construire. Dès qu'on se projette, on a quand même une incertitude, hein. Et sur le point précis du RER, une des questions, je pense, à laquelle la région pourrait mieux répondre, c'est aujourd'hui la question de l'embarquement des vélos dans les trains est fortement questionnée par la place qu'ils occupent. On n'a pas forcément une solution technique dans les véhicules actuellement qui permettrait d'embarquer un grand nombre de vélos. Donc cette intermodalité vélo plus train, à mon sens, c'est un sujet d'étude dans les années qui viennent, pour lequel on n'a pas encore la réponse. Bonjour, Camille Le Guen de la région, je me permets d'intervenir du coup. Oui. Effectivement, la question de l'emport des vélos, c'est quelque chose qui revient un peu de plus en plus. Le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, il y en a de plus en plus de personnes qui souhaitent les emmener. C'est le cas à Grenoble. Et justement, à Grenoble, si j'avais posé la question de la multimodalité, si elle était prise en compte, c'est que nous, ce qu'on voit dans nos consignes collectives, c'est qu'elles sont blindées, particulièrement dans le Grésivaudan, où ça a énormément de succès. Maintenant, c'est un problème qu'on a aussi à Lyon. Et effectivement, il est question qu'à terme, ce sera monnayé, en tout cas. C'est les premières discussions qui ressortent en interne, c'est que ce serait plutôt monnayé, justement, que l'idée serait éventuellement sur les lignes touristiques que les gens puissent embarquer leur vélo et évidemment fournir un service adéquat dans les gares, le cas échéant. Mais pour l'instant, l'idée, ce que souhaiterait la dans la mesure du possible, vu que ça prend de la place, et peut-être qu'on se posera un jour la question de changer du matériel et d'investir, pourquoi pas dans des wagons entièrement dédiés où les gens viendraient mettre leur vélo. Mais ça, pareil, c'est vraiment de la réflexion de techniciens. Voilà, pourquoi pas ajouter un wagon à vélo, voilà. Mais pour l'instant, c'est vraiment de la discussion de techniciens. Ça, l'idée, en tout cas pour l'instant, évidemment, non. C'est quelque chose qui nous embête. Et là, dans un premier temps, la solution à l'emport du vélo, ce serait déjà d'avoir des consignes collectives sécurisées pour que les gens n'aient pas peur de laisser leur vélo, par peur de se le faire voler notamment. Voilà, je ne sais pas si j'ai trop répondu à votre question, mais... Merci beaucoup pour votre intervention. Je regarde les derniers messages, mais il y a aussi une question de Monsieur Philippe Gardin sur la prime mobilité, hein, pour les cycles, qui a été mis en place par l'État comme par des employeurs. Voilà, voit-on aujourd'hui un effet de cette mesure sur les pratiques? Est-ce que c'est des éléments que vous avez pu analyser? Alors là, au prisme de l'OMC2, on n'aura pas d'éléments de réponse. Et j'avoue qu'à titre personnel, je n'aurai pas d'éléments de réponse à apporter. Après, si quelqu'un veut apporter une réponse, il est le bienvenu. Lionel Faure à nouveau. Non, je crois que dans le contexte de l'agglomération, c'est beaucoup trop tôt. Parce que pour le coup, la démarche de grande ampleur de primes locales, on la démarre nous dans 15 jours. Petite pub au passage. Et les primes de l'État sont quand même assez récentes pour en mesurer l'impact, considérant aussi que, un peu comme l'électrification du parc automobile, ces primes-là ne touchent pas forcément les usagers prioritaires. Mais ça, c'est un autre débat plutôt social. Mais voilà, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour tenter une réponse. On verra bien ce que donne la prime SMAG métro, qui va aussi sévir sur le Grésivaudan, mais c'est beaucoup trop tôt, me semble-t-il. Mes collègues du SMAG pourront répondre dans quelques mois, j'espère. Merci.
Il est 14h30, nous pouvons encore prendre, 1 ou 2 questions ou réactions. Vous pouvez lever la main. S'il n'y a pas d'autres questions ou réactions, je me permets de vous redonner deux informations, notamment pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, hein. Le replay de ce webinaire sera accessible d'ici quelques jours sur le site internet de l'agence. Donc, on vous invite effectivement à aller le consulter si, voilà, vous êtes arrivé après la partie des présentations, sachant que toutes les publications en lien avec l'enquête mobilité sont accessibles sur aurg.fr. Dès la page d'accueil, vous retrouvez en fait le visuel EMC2 qui apparaît là sur cette diapo, sur la partie gauche de la diapo, et en cliquant dessus, vous avez accès à toutes les publications aujourd'hui qui sont parues, et bien entendu, il y en aura d'autres qui suivront. Voilà. Et ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres réactions aux questions, on va conclure ce webinaire. Merci pour votre participation et pour les échanges. Nous vous disons à bientôt, puisqu'il s'agit d'un cycle et il y aura d'autres sujets qui vous seront prochainement proposés. Au revoir.